Bonjour, Marielle Billy, Fontainebleau, Seine-et-Marne, Roosevelt 2012. Je pose une question pour qu'elle soit reprise dans la journée. Votre exposé, comme le livre, est extrêmement clair, donc on a les arguments, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me pose question, ce sont les modes d'action. Puisque, je dirais là, si on s'écoute les uns les autres, si on vous écoute, on est convaincu. Comme vous disiez à Romans ou ailleurs, vous pouvez convaincre par la discussion et par l'argumentation. Ce qui, moi, me pose un réel problème, c'est de dépasser l'entre-soi de Roosevelt et d'autres milieux militants, mais un petit peu, je dirais fermés, mais pas au sens péjoratif du terme, hein, pas ouverts sur la vie, sur les gens dans la rue, ailleurs. Et du coup, les modes d'action à inventer pour aller vers les populations, car si Roosevelt a pu faire ça, c'est parce qu'il n'était pas tout seul et qu'il y avait eu avant des mouvements sociaux très profonds, que le pays était travaillé profondément par le malheur et en même temps la révolte. Je pense qu'il nous faut dépasser, par exemple, la simple idée de distribuer des tracts dans la rue. Il faut arriver à inventer quelque chose qui rende ces idées visibles. Comme vous dites, répéter simplement des idées simples. Mais seulement, il faut avoir un auditoire et il faut marquer les esprits. Donc, je pose la question à la salle des modes d'action à inventer. Si on peut être d'accord sur les objectifs et les buts, comment y arriver? Car il ne suffit pas d'une mobilisation locale, d'une mobilisation nationale, mais on voit bien qu'un certain nombre de solutions se passent au niveau européen, voire mondial. Et là, si on ne connaît pas les obstacles, si on n'analyse pas les obstacles, les types de limites, à ce moment-là, on ne peut pas arriver à atteindre les objectifs. Je crois que donc ce qu'il faut travailler dans l'avenir, c'est un peu une analyse des obstacles secteur par secteur, de façon à trouver les stratégies et les tactiques pour les combattre et arriver à les contourner. Moi, je voudrais revenir en particulier sur la productivité. Il faut savoir qu'elle dépend d'une énergie relativement à bas coût, en fait. Et donc, pour pouvoir pérenniser cette solution de la réduction du temps de travail en misant sur la productivité, bon, c'est possible dans d'autres cas de figure, en dehors de la productivité, si tout simplement on a moins de machines. Si moins de machines sont à l'œuvre et qu'elles sont remplacées par des humains, mais bon, il faut voir si ça peut toujours aller dans le bon sens. Et en fait, cette productivité, donc, du fait qu'elle dépend de l'énergie à bas coût, elle dépend de notre indépendance énergétique. En fait, elle dépend de notre accès à l'énergie, et une bonne partie de l'énergie que la France consomme est importée par les produits, par l'énergie fossile notamment. Donc ça dit quelque chose sur le mix énergétique qu'on met en place, et quand on sait de manière générale, le monde dépend de 80% d'énergie fossile, qu'on est très proche d'un déclin de la production mondiale de pétrole, et donc des conséquences que ça peut entraîner. Il faut aussi penser comment on va à l'avenir assurer ce manque d'énergie, et notamment comment compter sur le développement des renouvelables, parce qu'on part de très très loin. Les chiffres qu'on dit sur les renouvelables, c'est des chiffres qui sont importants. On parle de centaines de pourcents de production, mais on part de très loin. Sur l'exemple du Japon, il parlait d'une puissance installée de 990 kW, donc moins d'1 mégawatt, alors qu'au Japon, ils ont une puissance électrique installée de 130 gigawatts, 130 milliards de watts. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Je ne sais pas si les renouvelables seront suffisants. Donc voilà, c'est un peu l'idée que je voulais lancer. Après, il faudra sans doute détailler. Voilà, merci. C'est juste pour faire une intervention, pour répondre sur les actions qui peuvent être éventuellement envisagées à destination des politiques. Alors, on en avait un petit peu parlé lors d'une réunion avec assez peu de monde, c'était à La Rochelle, juste en préparation de l'université d'été, des actions qui pouvaient être menées juste avant l'université d'été de l'UBS. C'était de faire une action ciblée vers tous les parlementaires.
Alors, on avait envisagé ça. Alors, je n'ai pas encore diffusé sur la liste de discussion qu'il y a au niveau des référents départementaux, mais je vais le faire très prochainement. J'ai pris rendez-vous, personnellement, avec les 2 élus PS récemment à l'Assemblée nationale du département de la Charente-Maritime. Alors, je n'ai pas diffusé parce que je n'ai pas encore les 2 dates. J'ai une date avec une des 2 députées. J'attends très prochainement l'autre date avec l'autre député pour les rencontrer. Pour les rencontrer, pourquoi? Pas simplement pour leur donner le petit livre, parce que ça, je pense qu'ils l'ont déjà tous reçu par la poste. Ils l'ont, mais ils n'ont pas forcément lu. Pour aller les rencontrer, pour leur donner quand même de la main à la main le petit livre. Mais je suis en train de travailler sur un petit argumentaire, pas la conférence complète, elle fait 1h30, je ne vais pas parler 1h30 avec une députée parce qu'elle ne va pas m'écouter pendant 1h30. Un petit argumentaire résumé de 10 minutes, un quart d'heure, pour insister sur les points les plus importants à faire passer. Et je pense que si dans tous les départements, il y a des membres du collectif qui prennent des rendez-vous et qui vont voir tous les députés, alors principalement de gauche quand même, il faut être clair, pour leur passer, leur offrir le petit livre, mais pour leur passer le message à travers un argumentaire résumé et percutant de 10 minutes, un quart d'heure, je pense que déjà, ça peut être un pas important vis-à-vis des politiques. Pourquoi est-ce si difficile pour notre gouvernement actuel de séparer les banques de dépôt et les banques d'investissement? Et d'autre part, comment peut-on expliquer que des responsables, après avoir vu le film Inside de quelque chose, les responsables de Goldman Sachs, qui sont responsables de la mort, de la misère de milliers de gens, occupent actuellement les plus hauts postes financiers? Merci. Quand vous avez parlé des entreprises, des plateformes d'entreprises qui étaient pionnières, ça m'a fait penser à un mode d'action qu'avait utilisé Greenpeace il y a quelques années, qui avait été très efficace sur les listes des produits OGM, non OGM, où on ne sait pas, en grande surface. En fait, très très vite, ça a été communiqué. Très vite, dans les citoyens ont réagi, et très très vite aussi, les entreprises, certaines, ont modifié leur composition et l'ont affiché. Donc en fait, c'est pour dire qu'il y a des moyens d'action qui sont possibles, faciles, et qui intéressent l'ensemble des citoyens pour sortir aussi des mondes d'un collectif, et qu'on pourrait effectuer la même démarche, par exemple, par rapport aux entreprises qui fonctionnent avec 4 jours seulement de travail, qui mettent en place des choses, ce qui a un côté aussi un petit peu optimiste et accessible. Le problème des collectifs, c'est parfois de l'extérieur d'entendre que c'est des intellectuels, des experts, et que voilà, il y a une campagne présidentielle qui a été très lente, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de quotidiens, et voilà, c'est quelque chose de concret qui pourrait peut-être. Merci. Oui, bonjour, Michel Lacharte, Valdoise. Je rejoins complètement la première intervention, à la fois pour souligner la qualité de l'argumentation et l'intérêt des graphes qui sont présentés. Simplement, quand on n'a pas le talent des personnes qui sont à la tribune et que néanmoins on a envie, par l'adhésion personnelle, d'évangéliser autour de soi, il me semble qu'on gagnerait en efficacité si pour chacune des propositions on avait des projections sur l'avenir, parce que les différents graphiques que l'on a sont des constats sur le passé. Peut-être que ce qui manque pour convaincre et pour être pertinent, ce serait d'avoir sur chacune de ces idées justement des projections sous forme de graphes, sous forme de chiffres, etc. Merci. Donc avoir des projections pour la suite, pour l'avenir, la mise en perspective. Bonjour, François Dupont du groupe de Bordeaux. D'abord, merci à nos intervenants de faire l'effort de vulgariser aussi bien tout ce qu'ils savent et de le mettre à la disposition des citoyens. Ce n'est pas toujours le cas de la part des hommes politiques dans tous les pays. Il me semble que l'un des points qui aujourd'hui, dans la presse, et dans la presse pas uniquement française, mais européenne, focalise l'attention des citoyens, c'est la question des dettes publiques, c'est la question de la zone euro, c'est la question de pourquoi une zone européenne qui n'a finalement qu'une dette publique de l'ordre de 135% de son PIB est beaucoup plus mal que les USA qui sont à 360% de dette par rapport à leur PIB, ou par rapport à la Grande-Bretagne qui elle est à 900%. Pourquoi nous sommes si mal et pourquoi nous ne pouvons pas relancer notre machine économique? C'est parce que nous n'avons pas d'État fédéral. N'ayant pas d'État fédéral, nous ne pouvons pas avoir une politique économique à la fois fiscale, monétaire et budgétaire. Donc nous sommes écartelés entre les États membres
et quelque chose qui est une sorte de machin dans lequel M. Draghi, il fait ce qu'il peut, ou il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il prend un mandat qui n'est pas le sien au la Banque Centrale Européenne, même s'il prend de bonnes mesures. Donc ça nous pose un problème citoyen, qui n'est pas un problème français, qui est un problème espagnol, parce que Ninios nous a montré que leurs propres dirigeants nationaux, comme les dirigeants européens, leur sortaient par les yeux, et c'est le cas partout dans l'eurozone. Donc aussi, vis-à-vis de vous qui avez déjà tenté des choses en 2003, en 2004, ce que vous avez fait, notamment Pierre Larouturou, au niveau de laisser, pour faire passer dans la Convention l'Europe sociale et qui n'était pas passé, c'était quelque chose de la part d'élites éclairées qui ont le sens de l'intérêt général, mais qui n'avaient pas le soutien des citoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que vous cherchez à faire, et ce que nous cherchons, beaucoup de citoyens à travers l'Europe, et ça se retrouve sur les blogs de Presse Europe, ça se retrouve à peu près partout, c'est à avoir une réponse, une influence sur les politiques, et nous savons qu'il nous faut avoir une influence d'à peu près partout en Europe pour que cesse le problème des dettes publiques. S'il cesse, si nous avons un État, il cesse du jour au lendemain. Donc nous, en termes d'organisation, nous ne sommes pas trop franco-français. Je suis ravi d'apprendre qu'en Belgique, en Espagne et paraît-il en Allemagne, des groupes se créent. Mais voilà, il y a 27 pays. Merci. On va prendre le temps, je crois, d'apporter les premières réponses. Moi, je veux bien réagir sur 2-3 points. Celui des modes d'action est effectivement essentiel. Là, il y a toute une partie de l'activité du collectif, et c'était normal compte tenu de la conjoncture électorale qui a été centrée sur les propositions d'urgence et le maximum de pression sur le gouvernement actuel. Mais on voit bien au fur et à mesure que le temps passe qu'il faut continuer à faire ça, et il faut à la fois se poser la question dans d'autres pays, on vient de l'évoquer, de se poser la question des alliances avec toutes les initiatives citoyennes ou des initiatives de mouvements sociaux qui vont dans le même sens. Le collectif Roosevelt n'a évidemment pas la prétention de tout faire. Et il faut aussi imaginer des formes d'action nouvelles qui renouvellent la façon de construire ces initiatives citoyennes. Dans l'économie sociale et solidaire, moi je participe beaucoup à tous ces mouvements-là, on évoque beaucoup du point de vue des modes d'action ce qu'on appelle le trépied du rêve, c'est-à-dire l'alliance dynamique entre le R de la résistance, mais à ce moment-là c'est une résistance créative, c'est pas une révolte désespérée, le V de la vision transformatrice qui débloque l'imaginaire, qui montre que d'autres voies sont possibles, mais sans attendre la réalisation des réformes structurelles liées à la vision transformatrice, le E de l'expérimentation anticipatrice, qui fait que dans l'ici et maintenant, tous les acteurs qui souhaitent aller dans cette nouvelle direction commencent à s'organiser eux-mêmes. Ça a été déjà toute l'expérience du mouvement ouvrier, quand à l'époque où l'essentiel des bourses du travail, des caisses de secours mutuels, du syndicalisme était encore interdit, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait à la fois la part de résistance, par exemple contre le caractère inhumain du capitalisme industriel, on se souvient de Germinal de Zola, donc ça c'est de la résistance. Il y avait la vision, y compris une vision qui à l'époque paraissait totalement utopique. Regardez les premiers textes de proposition sur ce que pourrait être un jour un système de sécurité sociale. Ça paraissait être des propositions d'extraterrestres à l'époque. Donc le rôle de la vision transformatrice qui débloque l'imaginaire, qui ouvre des débats, mais qu'est-ce que fait le mouvement ouvrier? Sans attendre la vision transformatrice, organisation des caisses de secours mutuels, qui donneront naissance ultérieurement aux grandes mutuelles, aux grandes coopératives, etc. Cette approche-là, elle est tout aussi valable aujourd'hui. Les premiers qui ont eu l'idée, face aux grands trusts informatiques, de lancer l'approche des logiciels libres,
ils ont été complètement dans l'expérimentation anticipatrice. Les premiers groupes qui, en matière écologique, ont décidé de faire autrement, même chose. Aujourd'hui, pour prendre un exemple, le mouvement des villes en transition, il est dans une approche de ce type-là. Donc je pense que ça peut être une bonne façon de prendre les choses, parce que ça nous permet d'allier les différents aspects. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les formes d'action, elles saucissonnent tout ça. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des mouvements de lutte qui ne sont que dans la résistance, mais si vous êtes dans la résistance, s'il n'y a pas de vision dynamique, s'il n'y a pas d'expérimentation, il y a un moment où la résistance, elle finit par s'épuiser, elle peut même prendre des formes désespérées. Il y a ceux qui ne sont que dans la vision, mais vous pouvez vous lever tous les matins en disant un autre monde est possible. Si ça ne s'incarne pas, il y a un moment où c'est un horizon qui s'éloigne indéfiniment. Puis si vous n'êtes que dans l'expérimentation, mais si vous n'avez pas les éléments de remise en cause structurelle du système par la vision, et si vous n'avez pas la résistance créative, l'expérimentation, au mieux, elle limite la casse et elle peut même finir par être instrumentée par un système dominant. Et donc cette perspective, elle nous permet d'allier les différentes dimensions, elle nous permet dans le collectif Roosevelt d'être aussi bien dans l'influence, la proposition de terrain que la proposition à des niveaux nationaux et internationaux, mais elle permet aussi de mettre en mouvement des dynamiques et de passer des alliances. Aujourd'hui, par exemple, à l'initiative d'Attaque, il y a tout un comité, il y a tout un processus d'audit sur les dettes, et en particulier les dettes publiques, et c'est un processus international pour repérer qu'est-ce qui, dans les dettes, est légitime et qu'est-ce qui est parfaitement illégitime, ce qu'on appelle la dette odieuse. Roosevelt ne va pas réinventer tout ce processus international qui a été créé autour du débat sur l'audit de la dette. On citait les exemples autour de Greenpeace et toutes les associations écologistes. Même chose, et à ce moment-là, l'une des fonctions, c'est de rentrer dans des plateformes collaboratives et sur le terrain d'identifier tous les acteurs qui vont dans cette même direction. Et ce qui est vrai sur le plan national, c'est la dernière question, l'est vrai également sur le plan international, bien sûr à l'échelle de l'Europe, mais même à l'échelle mondiale. Les forums sociaux mondiaux, ça sert à ça. Il y a actuellement la préparation du prochain forum social mondial qui doit se tenir en mars prochain à Tunis. Il faut que toutes ces questions-là, qui sont aussi des questions à l'échelle mondiale, permettent une élaboration et des perspectives d'alliance et des perspectives d'action sur ce terrain-là. Voilà un élément sur lequel je souhaitais réagir. Sur la première intervention, de dépasser l'entre-soi, c'est la question fondamentale. Parce qu'effectivement, se faire plaisir, se dire on a vraiment raison, putain, ce que j'avais dit il y a 20 ans est en train de se passer. Mais, je vous ai dit qu'une des raisons pour lesquelles le collectif aidait, tu te souviens, Patrick, on était 4 ou 5 chez Stéphane Eiffel, la première fois qu'on en a parlé. Mais c'est en fait l'idée de nous trotter dans la tête depuis quelques temps, parce qu'il y a un an, j'avais reçu un appel de Lilian Thuram, ça fait chic, j'étais en vacances et j'avais un appel, Monsieur Larouturou, c'est Monsieur Thuram, je voulais vous dire que je pense beaucoup à vous, parce que la crise, ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce qu'on m'avait expliqué il y a 5 ans. Parce que Thuram ne fait pas juste bien jouer au football, en plus il s'intéresse vraiment aux questions sociales. Donc déjà, il y a 5 ans, il m'avait appelé depuis Barcelone, en tant qu'il était en train de lire un de mes bouquins, qui voulait qu'on se voie, et à chaque fois on prend 2 heures. Parfois, à l'Élysée ou à Matignon, on voit des gens qui ont moins de culture économique ou qui s'intéressent moins parce qu'ils lisent vraiment toutes les études dont je lui code. Et donc, il y a un an, il m'appelle en disant ce qui se passe, c'est vraiment ce que vous m'aviez dit. Voilà, je voulais juste vous dire, je pense pourquoi vous. Donc, pendant une minute, je me suis dit, ah, quand même, Pierrot, tu peux être content, il y a des Thuram qui t'appellent, j'ai fait écouter aux enfants, Thuram. Et quand même, attendez, honnêtement, il faut gagner des moments dans la vie. Et j'aime bien Lyon. Et puis peut-être, je me suis dit, le problème, c'est que si j'ai raison, ça finit par la Troisième Guerre mondiale. C'est très sympa, tous ceux qui me disent, vous aviez raison, vous l'avez annoncé en 2002, vous aviez bien dit, votre article, oui, le problème c'est que la Chine vient d'annoncer qu'elle doublait son budget militaire, et c'est rare, elle avait déjà doublé son budget militaire depuis 10 ans, c'est rare qu'un pays multiplie par 4 son budget militaire, juste pour dépenser de l'argent. Donc si j'ai raison sur les questions économiques et si la crise sociale débouche sur une barbarie, je ne serais pas très content de moi, donc globalement ça aurait été un échec catastrophique.
C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait réunir des gens très variés. Et ça a de la gueule, je peux vous dire que c'est un vrai plaisir quand il y a en même temps Suzanne Georges et Michel Rocard, quand il y a en même temps Stéphane Essel et des jeunes de Génération Précaire, qu'on a des gens dans la salle de 22 ans et des gens les appellent Roland Gori, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il nous a envoyé un petit mot encore hier. Ça a vraiment de la gueule, c'est un vrai plaisir de fraternité, d'être ensemble et de se dire on va peut-être y arriver, on a peut-être la masse critique, on vient d'embaucher un permanent, je ne sais pas, Benjamin qui est là, donc, parce que beaucoup de groupes locaux disaient on n'a pas de réponse. Donc, voilà, donc depuis une semaine, grâce à Boudon, on n'est pas financé par le MEDEF, finalement c'est tout à fait. Donc on continue à espérer, on est des humanistes, mais donc grâce aux dons des uns et des autres, on a de quoi embaucher quelqu'un, donc on va être plus efficace, on a un petit local, donc on va répondre plus vite et mieux s'organiser. Donc il faut qu'on arrive à faire bouger les choses et à dépasser l'entre-soi. Je propose d'ailleurs cet après-midi qu'on continue ce débat après le déjeuner sur comment que chacune et chacun peut dire s'il a des propositions, parce qu'il faut qu'on innove vraiment. Je vous dis quand même ce qui est pour le moment dans les prévus, mais on se l'a dit Vincent de La Rochelle, que chacun de nous peut demander à son député un rendez-vous. Voilà, que là où il y a des groupes locaux, il y a 45 départements où il y a des groupes locaux de Roosevelt, mais même si vous n'êtes pas d'un groupe local, vous pouvez... Députés et sénateurs, tu as raison. Encore bravo quand même au groupe de La Rochelle, au groupe de Toulouse, au groupe de Poitiers, parce que pendant les journées d'été, il y a eu à La Rochelle, il y a eu 3000 bouquins qui ont été écoulés. Il y a un moment, même quand Jean-Marc Ayrault arrivait, le service d'ordre disait si vous n'avez pas le petit livre orange, vous ne pouvez pas rentrer. Donc bravo à ceux de Toulouse pour les journées d'été d'attaque, à ceux de Grenoble pour les journées du front de gauche, à ceux de Poitiers pour les journées d'Europe Écologie, et à ceux de La Rochelle, parce qu'on a été vraiment présents en même temps dans beaucoup d'endroits. Il y a plein de militants de ces différents partis, de ces réseaux, qui ont entendu parler de nos idées, qui ont fait le train de bouquins. Parmi les autres modes d'action qui sont en cours, Suzanne Georges n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il y a une grande réunion, en ce moment ça bouge au niveau européen, les gens qui, avec les syndicats européens, il y a les syndicats belges, il y a ATTAC évidemment, il y a Roosevelt 2012 parmi les fondateurs de ce collectif, qui prépare, ça s'appelle un alter sommet à Florence, pour dire oui, on veut une Europe vraiment démocratique, on veut une Europe sociale, on fait des propositions, on n'est pas anti-européen, on dit que l'Europe va à la catastrophe, et on rencontre à Milan, je crois, vendredi et samedi prochain, et on y sera présent donc dans une dimension citoyenne, avec des syndicats, avec des mouvements citoyens de différents pays d'Europe, qui sont en train de s'organiser en 3 mois, je crois qu'ils ont lancé ça au mois de juin, ils sont en train de prendre une tournure, ils ont réussi à avoir des financements de la Commission européenne, ce qui est quand même très très fort, grâce aux syndicats belges, et du coup il y a une vraie organisation qui se met en place pour peser sur les négociations, c'est pas seulement Barroso et Van Rompuy qui vont décider les prochains traités. Parmi les choses qui sont en cours aussi, il y a des gens qui sont dans des syndicats, qui sont en train de s'organiser, à la CFDT, à la CGT, à Force ouvrière, à l'INSA, qui sont en train de s'organiser pour dire, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Les gars, vous avez le droit d'être un peu plus punchy. Si Léon Blum a fait les congés payés, c'est parce que les syndicats lui ont demandé. Quand Léon Blum est arrivé au pouvoir, il ne voulait pas les congés payés. C'était très clair, ça n'était dans aucun tract. Léon Blum avait dit non, les congés payés ne seront pas dans le programme du Front populaire. Et un mois plus tard, Léon Blum faisait voter les congés payés. Il était très content de le faire, c'est parce que les syndicats lui ont mordu aux fesses. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les tuyaux? Il y a ici des gens du Parti Socialiste, il y a des gens d'Europe Écologie, au sein du PS comme au sein d'Europe Écologie, il y en a qui sont en train de s'organiser pour profiter du prochain congrès ou d'une initiative pour Europe Écologie, pour dire pourquoi est-ce que le PS ne reprend pas ses idées, pourquoi est-ce que l'Europe Écologie ne reprend pas ses idées. Et au sein du Front de Gauche, il y a aussi des choses qui sont en train de se préparer, même si c'est encore moins concret. Donc, tous ceux qui sont au PS, tous ceux qui sont à Europe Écologie, on a le droit, la démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas, on a le droit d'utiliser les mois qui viennent pour faire bouger les choses. 2 dernières idées sur des modalités d'action nouvelles, mais je voudrais qu'on commence cet après-midi par réfléchir à ça. Je pense que sur le fond, on a quand même beaucoup d'arguments. Ce qui nous manque, c'est comment nous provoquer un déclic. Une idée de Patrick dans le brainstorming, parce que Suzanne Georges disait le mardi, on s'est dit, Suzanne disait que c'était parfois fatigant, tous les trucs citoyens, qu'on se cassait les pieds, que c'était pas rigolo, que ça manquait de trucs rigolos. Et tout de suite, Patrick a eu une idée rigolote, c'était d'aller devant le ministère des Finances à Bercy, avec une petite péniche, et de mettre en boucle le discours du Bourget, mon ennemi c'est la finance, mon ennemi c'est la finance, mon ennemi c'est la finance. Donc je ne sais pas si il y a des renseignements généraux dans la salle, sans doute oui, quand il y a 300 personnes principe dans le public. Voilà, donc sachez que nous avons, et que la Fondation Daniel Mitterrand, ça tombe bien, la Fondation Daniel Mitterrand a un petit bateau, et donc on va monter ça. Si la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires tarde trop, nous irons avec la parole du chef, le discours de très beau discours de François Hollande, on va le passer en boucle devant le ministère des Finances, pour que Pierre Moscovici l'entende s'il avait un moment d'absence au congrès. On va passer en boucle, mon ennemi c'est la finance, mon ennemi c'est la finance, donc il faut la faire.
faire la loi sur la séparation des banques de dépôt. Donc c'est pour dire, voilà, Patrick, en 1 minute, et Suzanne Georges était très contente parce qu'elle y en a marre, les réseaux vont se faire chier, on s'ennuie, on va être sérieux sur le fond, mais on a qu'une vie, on a le droit de s'amuser. Donc on peut aussi être, si vous avez des initiatives rigolotes, elles sont les bienvenues, il faut qu'on surprenne aussi. Dernière idée. Ça relève de ce qu'on avait appelé lors d'une rencontre internationale à Québec qui s'appelait Globalisons la solidarité, ce qu'on avait proposé d'appeler l'Alliance internationale des coopérateurs ludiques. Parce que face aux guerriers puritains, on était peu de temps après le 11 septembre, on avait identifié que l'approche aussi bien de Bush que de Ben Laden était à la fois guerrière et puritaine, il fallait en baver. Donc si on voulait s'opposer de façon dynamique à ça, il fallait opposer certes la logique coopérative à la logique guerrière, mais si la logique coopérative était elle-même triste et puritaine, il n'y avait pas d'énergie suffisante. Donc il fallait que la logique coopérative, elle soit ludique et festive, et ça relève de ce que Saul Alinsky appelle les jujitsu de masse, c'est-à-dire créer des conditions où dans l'action même, on éprouve le maximum de plaisir. À propos de plaisir et d'humour, je ne sais pas si Bruno Gassio est arrivé, il avait dit qu'il nous fait la petite conclusion pour nous. Si Bruno est là, tu peux venir à la tribune quand tu veux, Bruno. Dernière proposition qui a été faite, c'est qu'on soit tous les mardis devant l'Assemblée nationale. Donc, enfin, on reprendra le débat après la pause déjeuner, on reprend le débat sur les modalités d'action. La situation est vraiment grave, donc on pense il faut qu'on aille manger bientôt. Merci. On a une liste des idées qui est adoptée en gros par les fondateurs, c'est d'être tous les mardis soirs devant l'Assemblée nationale, pour ceux qui ont l'idée, tous ceux qui le peuvent. Vous vous souvenez, les maires de la place de mai, où on les appelait des folles de la place de mai, qui étaient là toutes les semaines pour dire aux dictateurs, où sont nos enfants, on veut la vérité, voilà. Et donc nous, on se dit que tous les mardis, il y a tous les députés, il y a tous les journalistes politiques, et qu'il faut qu'on soit devant l'Assemblée nationale. On va aller voir François Hollande, on est encore dans une attitude bourgeoise pendant quelques semaines, ceux qui sont au PS vont déposer leur texte, ceux qui sont au sein d'Europe Écologie vont déposer leur texte. Bon, on va être la jouer bourgeoise encore un mois ou un mois et demi, mais on ne va pas non plus attendre que le système s'effondre. Donc Bruno dit qu'il ne faut même pas trop tarder, qu'on est déjà trop bourgeois. Donc il y a un moment où il faut dire c'est grave, sans aucune violence, mais c'est pas rigolo. C'est pas normal que Jean-Marc Ayrault signe, c'est pas normal que 20 députés signent, c'est pas normal qu'on nous invite pour conclure les journées d'été du PS en Écolio di Rupo signe à Bruxelles, et que rien ne bouge. Donc sans aucune violence, on sera tous les mardis devant l'Assemblée nationale, et de 18h à 21h, et tous ceux qui le veulent, en sortant du boulot ou après votre journée de chômage ou après votre journée de retraite. Voilà, mais ceux qui viendront, on n'est pas obligé de venir tous les mardis, mais le but c'est qu'il y ait du monde et que tous les mardis on soit un peu plus nombreux et que du coup les journalistes se disent, mais c'est les journalistes politiques qui sortent de l'Assemblée après les questions au gouvernement se disent, c'est quoi vos solutions et qu'est-ce qui bloque? Et qu'on puisse demander au ministre, qu'est-ce qui bloque sur la politique du logement, pourquoi vous ne le faites pas, monsieur Moscovici, pourquoi vous ne faites pas la loi sur les banques, pourquoi on ne parle plus du temps de travail? Pourquoi les syndicats européens demandent qu'on baisse le temps de travail et pourquoi en France c'est un sujet tabou? On n'ose même pas lancer le débat. Donc c'est une des modalités d'action. Sur la question de la productivité et des questions d'énergie, tu as tout à fait raison, je ne sais pas où est Hervé. Là derrière, oui effectivement, une des raisons pour lesquelles on a fait tellement de gains de productivité depuis 40 ans, c'est que l'énergie était quasiment gratuite. Or, on va vers des énergies plus chères, même si on développe beaucoup les énergies renouvelables, on va sans doute vers des énergies moins gratuites. Donc sans doute, personne ne pense que les gains de productivité vont continuer à cette vitesse. Mais par contre, il faut qu'on purge, entre guillemets, si on dit, donc oui, il faut aller vers la semaine de 4 jours, il faut une réduction forte, bien négociée, intelligente, bien financée du temps de travail. On n'est pas sûr du tout qu'on ira à la semaine de 3 jours, parce que sans doute les gains de productivité peuvent ralentir. Mais déjà, réussissons cette étape, on n'est pas capable de dire savoir ce qui se passe dans 20 ans. On me dit qu'il faut bientôt aller manger, en même temps je vais laisser la parole à Bruno, donc